Bonsoir, la petite Piwi se joint à moi pour vous souhaiter la bienvenue sur ce nouveau format de vidéo intitulé L'or en or. Alors, format de vidéo dont je vous rassure, normalement la qualité sera inversement proportionnelle à la qualité du titre. C'est comme ça. En cette fin d'année, voyez-vous, j'avais envie de vous faire découvrir ou redécouvrir des morceaux de l'or, parfois oubliés, parfois sous-cotés, mais de petites histoires d'autrefois, dont il est bon d'essayer de se montrer digne sur les tables de jeu en cette fin d'année avec tous ces petits camarades. Voilà. Alors, je vous laisse découvrir le sujet du jour en ouvrant la case. Les horreurs roses. Voilà, les horreurs roses. Bon, petits démons espiègles et taquins, du moins pour un temps, parce que ce comportement change à mesure qu'elles effectuent leur mutation. Alors ça, c'est leur caractéristique principale, qui, je pense, est connue de tous, mais qu'il est toujours bon de rappeler. Rassurez-vous, il y en a beaucoup plus à découvrir, mais je laisse le petit lore en or, hop, en troisième. Donc, lorsqu'une horreur rose est toxique, lorsqu'elle est tuée, elle n'est pas bannie dans le warp instantanément comme les autres démons mineurs des autres dieux. Non, elle se scinde dans deux horreurs bleues. Et alors, si l'horreur rose est joviale, espiègle, taquine, si elle est hilar en général, même sur les champs de bataille, ou débonnaire, voilà, c'est l'état le moins ouvertement heureux dans lequel elle peut se trouver, eh bien, lorsqu'elle est scindée, tranchée en deux et coupée en deux horreurs bleues, là, chacune des parties devient plus haineuse l'une que l'autre. Elles se reprochent sans cesse d'être responsables de la perte de leur statut d'horreur rose. Si elles ont été tuées de la sorte, c'est sans doute la faute de l'autre, voilà, mutuellement. Et ça en fait des boules de frustration et de colère. Cette colère s'accentue encore lorsque les horreurs bleues elles-mêmes sont tuées et deviennent deux petites horreurs de soufre, juste des flamèches animées qui ont une rage là, cette fois-ci, toute animale. Elles se jettent simplement sur leurs adversaires. Bon. Mais alors, c'est loin d'être le meilleur morceau de leur fluff. Non, pour moi, ce qui fait tout le charme de cette unité, et qui pourtant est sous-représenté et dans les règles de Warhammer, toute édition confondue, mais également dans les adaptations comme les jeux vidéo, etc. Et c'est fort dommage. Eh bien, pour moi, ce qui fait vraiment le lore en or des horreurs roses, c'est leur feu de Tzeentch qu'elles vont utiliser contre leurs adversaires, qui est loin d'être un simple feu qui brûle. Voilà, pour ces démons psycheurs, ce serait déjà une attaque pas mal. Mais non. Ce feu est à l'image de Tzeentch, c'est-à-dire que il mord la chair des ennemis contre lesquels il est projeté, avec la signature du changement. Voilà. Bon. Et les effets qu'il engendre sont tout simplement une altération complètement aberrante, menant à une transformation du pauvre mortel qui en est victime en un objet complètement aléatoire, ou même un autre être vivant. C'est de l'ordre du possible. En vrac, les transformations en statue de cristal, en nuages de papillons, ou, à vrai dire, n'importe quoi, car les effets sont complètement aléatoires, et c'est là, justement, que ça magnifie le tout. Eh bien, c'est que les horreurs roses elles-mêmes ignorent à l'avance les effets des mutations que vont engendrer les flamèches qu'elles projettent sur leurs adversaires. De sorte que, lorsqu'elles constatent les effets, elles s'esclavent souvent de rire. Et ça, honnêtement, il faut reconnaître que c'est presque des démons avec qui on a envie de passer un peu de temps, même si c'est probablement une très mauvaise idée. C'est un coup à finir en théière ou en, que sais-je, verre à apéro a priori. Bon. Et alors, partant de là, eh bien, comment jouer Tzeentch avec classe? Voilà. Je vous propose 3 niveaux, du moins classe au plus classe, pour représenter ça sur le champ de bataille. Voilà.
Alors, le premier, ça va être l'option que l'on pourrait qualifier de high-tech, voilà, dans l'air du temps, hein, en somme, voilà. Branchouille. Bon, je sais pas si c'est très flatteur quand on dit quelqu'un qui est branchouille, mais moi c'est branchouille. Mais c'est déjà pas mal, c'est mieux que rien. Voilà, c'est toujours mieux que naze. Alors allons-y. Vous trouverez sur internet des générateurs aléatoires sous toutes les formes, notamment de roulettes, vous voyez, comme celui-ci. Et alors, lorsque vous venez à bout d'un héros ennemi, ça vaut le coup de le faire que pour les héros, ça, eh bien, vous pouvez lancer la roulette et découvrir quel sera le destin final du héros adverse qui a été tué par vos horreurs, transformé en poupée. En l'occurrence, bon, pas mal. Ah, une deuxième petite tentative, c'est pas ma favorite, mais enfin, faut reconnaître que la roulette fait quand même son petit effet. Encore en poupée. Quelles étaient les chances? C'est incroyable. C'est vrai que si deux capitaines coup sur coup terminent transformés en poupée, bon, ce sera définitivement assez mémorable. Finalement, je commence à apprécier cette option plus que je le pensais. La deuxième option, déjà nettement plus classieuse, hein, il faut le dire, là on est plus, on augmente sa classe de gentleman wargamer. C'est l'option que je qualifierais un petit peu de vintage, hein, ou rétro gaming. On va tout simplement à la main ou alors avec sur ordinateur se faire un petit tableau de D66, le fameux D66. Un premier dé que l'on jette pour les dizaines, un deuxième pour les unités, et on constate le résultat de la transformation du QG adverse. Voilà. Il y a un côté vieux livre de Warhammer, ça nous a toujours un peu accompagné, plus ou moins, le D66 et le tableau des effets complètement aléatoires. C'est pas mal, j'aime bien. Sachant que peuvent être inclus dans le lot des mutations qui vont avoir même des effets en jeu, même s'il faut rester prudent et mesuré à cet égard. Point trop d'en faut surtout. Mais disons que sur les 66 mutations, enfin, sur tous les résultats du D66 possibles, on peut avoir une mutation à l'avantage du joueur de Tzeentch, pourquoi pas. Ça peut être le seul moyen de faire apparaître votre duc du changement un jour, de transformer un personnage ennemi comme ça. Ça pourrait être sympa, une campagne sympathique. Le seul moyen de transformer, de faire apparaître votre duc du changement, c'est de le transformer à la base d'un héros ennemi. Bon, pourquoi pas. Ça peut être une option neutre aussi, comme, je sais pas moi, un Grox en colère, territorial et passablement énervé, une espèce de grosse vache reptilienne du futur qui sert d'alimentation dans l'Imperium en général. Pourquoi pas? Et qui attaque les unités les plus proches. Ou alors, carrément un truc contre le joueur Tzeentch, histoire d'équilibrer un petit peu ça. C'est-à-dire une favorable, une défavorable et une neutre. Ça peut être marrant. Pourquoi pas? La mutation rare, vous gardez ça pour le 11 et pour le 66 peut-être. Le 11, résultat le plus bas, le mauvais effet pour vous. 66, le meilleur effet pour vous. Et puis, quelque part au milieu, vous glissez votre Grox ou votre mutation, peu importe, autocanon, batterie sur place à utiliser, je sais pas. Il n'y a pas vraiment de limite, honnêtement, aux transformations des flammes de Tzeentch. Il n'y a pas de limite évoquée, donc ça peut être tout et n'importe quoi. Voilà. Là, c'est votre bon goût qui fera la différence. Et puis, la troisième option, et alors qui est de loin la plus stylée, je trouve. Là vraiment, ouais, seul un Zazu esthète, réellement, poussera cette pratique jusqu'au bout. Alors, cette pratique commence comme ceci. Vous trouvez un sac, une sacoche, une besace, un sac à malice en somme. Voilà, c'est ça le but. On va pas y aller par quatre chemins. Un sac à malice, votre sac à malice. Il n'est pas interdit de l'orner du symbole, de l'œil, du grand architecte, de Tzeentch lui-même. Ok. Et puis, c'est là que votre quête commence. Vous allez ouvrir bien grand
justement les yeux pour essayer de trouver partout où faire se peut de tout petits objets du quotidien, de tout petits objets, de tout petits animaux, chinés à droite à gauche. Alors pourquoi pas en regardant du côté évidemment des sites de vente de petits accessoires ou props pour les notamment Dungeon Crawler, les accessoires en résine, typiquement pour les HeroQuest et compagnie. Il y a plein de sites comme ça. Il y a plein de... Vous noterez que je ne vous ferai pas une liste exhaustive avec des liens vers les sites comme ça en l'occurrence, ni avec les autres alternatives pour se fournir en mini-objets, parce que c'est beaucoup plus marrant de vous laisser le faire. Il faut que ce soit votre sac à malice, hein, pas le mien. Bah non, bon, alors... Pourquoi pas, deuxième option, en regardant du côté, on sait rien, des maisons de poupées, des choses comme ça, achetables en ligne, en lorgnant, même sur les jouets de vos filles, nièces, fils également, pourquoi pas, il peut y avoir des accessoires exploitables. Beaucoup de trucs un peu, ouais, plus échelle Polly Pocket et compagnie en tête, mais il faut que ce soit crédible à l'échelle 32 mm, c'est votre seul critère. À peu près, à peu près. Après, pourquoi pas, hein, transformer en crapaud géant avec une figurine de crapaud plus grosse peut être assez marrant. Et alors, qu'est-ce que vous en faites une fois que votre sac à malice est bien rempli? Il faut que ce soit substantiel quand même. Il faut que, idéalement, vous deviez le tenir, le soulever à deux mains. Pour moi, à chaque, et c'est là où cette option est puissante, à chaque mort causée par des horreurs roses, y compris le fantassin de base, hein. Franchement, ça mange pas de pain. Là, on n'est pas, c'est pas toute une infrastructure, tout un truc comme la roulette ou le tableau 66, là. C'est instantané. À chaque mort causée par les flammes de vos horreurs roses, vous tendez votre sac à malice à votre adversaire, qui devra y piocher, évidemment sans voir, hein, naturellement, hein, à la main, à l'aveugle, hein. Y piocher, autant d'objets que vous avez occasionné de mort dans l'unité. Et ces petits objets viendront remplacer les malheureuses victimes des effets du changement sur la table de jeu. Sans effet, non, comme ça, juste, voilà, une orange, une chaise, une table en fer forgé, que sais-je, un Auspex, pourquoi pas. Pensez, si vous c'est plus Warhammer 40 000, n'importe quoi. Et encore une fois, on peut y inclure les petits effets en jeu en plus qui vont bien. Ce genre de choses. Voilà, ça peut être sympathique. Bien, et bien sur ce, je vous laisse. Vous savez désormais comment être le joueur de Tzeentch le plus classe du monde. Moi, je pense que si je devais les jouer, c'est ce que je ferais. Mais j'ai plus l'habitude de perdre contre eux. Donc voilà. En tout cas, petit clin d'œil à Timmy, mon adversaire qui joue souvent Tzeentch. Je suis prêt à reprendre des culottés. Je suis prêt à sacrifier bien d'autres inquisiteurs en somme, si jamais tu mets en pratique le petit sac à malice. Voilà. Sur ce, eh bien, Pioui et moi, on vous dit bonne peinture, bon jeu, et puis à bientôt. Voilà, pour une autre case du calendrier de l'Avent PW. Ouais. J'en profite pour dire au fait que j'offre Bianca Minetti, Alessandro Minetti, enfin tous les Minetti, leur suite et leur Land Raider à un de nos soutiens, par tirage au sort le 24 décembre. Voilà.